Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h44 sur France Culture. Voici donc à nouveau cette recherche de Premier ministre. J'ai la sensation de me répéter de jour en jour. Marc Lazare, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po, titulaire de la chaire de relations franco-italiennes pour l'Europe à la Luis à Rome. Et justement, je me disais que pour ne pas nous répéter, j'allais vous inviter pour que l'on tente de faire une comparaison entre cette situation tout à fait inédite en France, mais une situation qui se prolonge depuis 50 jours, et celle que vous connaissez bien en Italie. Est-ce que 50 jours sans gouvernement en Italie, cela a déjà existé ? Oui, alors c'est relativement récent dans l'histoire de la République italienne. Parce qu'il y a toute la période très longue qui va de 1946 jusqu'au début des années 90, où c'est la démocratie chrétienne qui est au pouvoir avec ses alliés. Il y a des crises à répétition, il y a une instabilité gouvernementale, mais très rapidement, on recompose des gouvernements avec des alliances au sein de la démocratie chrétienne, la fameuse baleine blanche, c'est-à-dire qu'elle absorbe tout à l'intérieur de ses raies, de ses filets, et on trouve une solution. Là où ça change, c'est à partir de l'écroulement des partis traditionnels, démocratie chrétienne, parti socialiste, de la métamorphose du grand parti d'opposition, le parti communiste italien, ou même plus tard du mouvement social italien néo-fasciste, avec cette instabilité plus grande. Et surtout, il y a deux épisodes qui me viennent en tête qui sont comparables. D'abord, c'est 2013. 2013, il n'y a pas une majorité claire à l'issue des élections de février 2013. Et là, on n'est pas loin du record italien. Il y a près de 2 mois de discussions entre les partis politiques avec un rôle... Oui, on n'est pas loin. La France se rapproche. On s'y rapproche. Et pendant 2 mois, c'est intéressant parce que il y a deux types, j'allais dire, de comportements. D'un côté, il y a le comportement des partis politiques qui essayent de trouver des solutions pour sortir de cette situation dans un contexte particulièrement préoccupant pour l'Italie. L'Italie a été frappée de plein fouet par la crise financière et économique. L'Italie est mal en point et il y a une nécessité de trouver des solutions. Donc il y a un travail des partis politiques, en particulier le parti de centre-gauche, avec plusieurs personnalités, dont une va émerger, Enrico Letta, qui va d'ailleurs former un gouvernement qui est bien connu en France parce qu'il est le président de l'Institut Jacques Delors, c'est un grand francophile et un grand francophone, mais qui va trouver un accord, figurez-vous, avec son grand adversaire qui est le parti de Silvio Berlusconi. Et il va y avoir un programme qui va être établi et il va y avoir la composition d'un gouvernement, y compris avec des membres du parti de Silvio Berlusconi, qui à l'époque s'appelait le Parti du Peuple de la Liberté. Alors certes, ce gouvernement ne va pas durer très longtemps, il va être renversé par un ami, c'est pas exactement un ami, par un ennemi faisant partie du même parti, du Parti démocrate, qui s'appelle Matteo Renzi, qui va former un autre gouvernement. Mais c'est le premier exemple, ça a duré un peu moins de 2 mois. Et puis le deuxième exemple, c'est celui de 2018. Et en 2018, même chose, il n'y a pas d'une majorité claire. Et là, il y a près de 2 mois de tractation, et il y a un renversement assez spectaculaire, parce que le mouvement 5 étoiles, qui avait été fondé par le comique Beppe Grillo, qui était sorti comme premier parti politique, d'ailleurs comme en 2013, mais là il est vraiment le premier parti politique, va s'allier avec la Ligue, qui est maintenant assez connue en France, la Ligue de Matteo Salvini, qui à l'époque faisait partie, ou plus exactement durant la campagne électorale, faisait partie d'une coalition de droite ou de centre-droit. Et donc la Ligue va faire un accord avec son adversaire. Le mouvement 5 étoiles avait beaucoup attaqué, beaucoup critiqué la Ligue pendant la campagne électorale et vice-versa. Et les deux se mettent d'accord et vont trouver un homme, c'est intéressant d'ailleurs, c'est Giuseppe Conte, qui est un professeur de droit public, qui va être appelé, on l'a qualifié un peu trop rapidement d'ailleurs, de notaire, qui était chargé d'appliquer l'accord de gouvernement. Et deuxième grande observation un peu structurelle dans ces deux cas, 2013 et 2018, c'est le rôle du président de la République. Difficile à comparer avec le rôle du président de la République en France, mais le président de la République joue un rôle très important dans les coulisses. C'est lui qui va essayer de mettre de l'huile dans les rouages. C'est lui qui va convoquer à plusieurs reprises les partis politiques et sans doute passer beaucoup de coups de téléphone discrets pour essayer d'arriver à la formation d'un gouvernement. Ça énerve les Italiens, mais au bout d'un moment, 2 mois à peu près, on trouve des solutions. Donc voyez-vous... Pourquoi ça les énerve ? Ils ne sont pas habitués aujourd'hui à ce type
de situation? Ça n'est pas dans la nature des institutions? Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de nature des institutions, il y a un travail des institutions et puis un travail des acteurs politiques, une manière pratique. Voilà, une pratique, une façon dont les partis politiques s'emparent de ces institutions et les mettent en jeu. Non, la réponse à votre question, c'est 2022. Et 2022, c'est la victoire claire et nette de la droite avec Giorgia Meloni. La droite et une droite. Alors, jusqu'ici, en Italie, on parlait de coalition de centre-droit. Et maintenant, on parle d'une coalition droite-centre. C'est-à-dire déterminée par Mme Giorgia Meloni, du parti Frères d'Italie, avec une coalition, là aussi, un peu compliquée, hein, parce qu'il y a 3 formations principales dans cette coalition. Il y a Frères d'Italie, qui d'ailleurs au Parlement européen appartient en partie des conservateurs et réformistes européens. Il y a Forza Italia, l'ancien parti de Silvio Berlusconi, qui appartient aux populaires européens. Et il y a la Ligue de Matteo Salvini, qui est avec le Rassemblement national au Parlement européen. Et donc, ils ont des points de désaccord aussi. Alors, le déterminisme, ça n'existe pas en politique, mais est-ce qu'on peut lier justement cette instabilité parlementaire avec l'arrivée de Giorgia Meloni? Parce que beaucoup de Français, évidemment, font un parallèle avec de la politique fiction. Cette instabilité parlementaire prépare l'arrivée du Rassemblement national, Marc Lazare. Alors attention, parce qu'il n'y a pas que l'instabilité parlementaire, la valse des gouvernements, ces différentes coalitions qui se mettent en place. Bien sûr, il y a une forme de défiance politique, de critique de l'attitude des partis politiques. Ça, c'est un point de comparaison incontestable. C'est vraiment un élément important. Mais je crois qu'il y a d'autres explications, évidemment. Et j'attire votre attention peut-être sur cette autre explication que je vais vous énoncer. S'il y a eu la victoire de Giorgia Meloni, ce parti politique qui est passé de 4% de vote en 2018 à 26% en 2022, c'est aussi lié à l'expérience du gouvernement technique de Mario Draghi. Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, célébré quand il arrive au Palazzo Chigi, c'est-à-dire au siège de la présidence du Conseil des ministres, célébré en Italie, célébré en Europe, célébré au niveau international pour ses qualités, capable de organiser pas une politique d'austérité comme Mario Monti dans le cadre d'un autre gouvernement technique, mais au contraire de distribuer des milliards d'euros qui avaient été donnés par la Commission européenne à l'issue de la crise du Covid. Tout le monde a célébré Mario Draghi, qui en plus a réussi à sortir l'Italie de cette épidémie de Covid-19 qui avait frappé en particulier le nord de l'Italie. C'est un des pays les plus touchés, l'Italie, par cette épidémie. Eh bien, Mario Draghi a été désavoué, en quelque sorte, même si lui ne s'est pas présenté aux élections. Mais le résultat, c'est que le seul parti qui était à l'opposition de ce gouvernement technique, celui de Frères d'Italie, a ramassé la mise. Parce que Giorgia Meloni a eu une attitude critique à l'égard du gouvernement de Mario Draghi, qui était un gouvernement qui rassemblait toutes les autres forces politiques, une sorte de gouvernement d'unité nationale. Et Giorgia Meloni a été critique, elle a été assez ambiguë sur la question, par exemple, de la critique des vaccins par une partie de la population. Elle en a appelé au respect des libertés individuelles. Elle a critiqué un certain nombre d'aspects économiques de la politique de Mario Draghi, mais pas trop. Mais elle a attaqué sur 2 points fondamentaux. La question du pouvoir d'achat. Ça nous évoque quelque chose en France, absolument. Et la question de l'immigration, et la question des migrants. Et effectivement, elle a ramassé la mise. Et si on va en France vers un gouvernement technique, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé en Italie. Bien sûr, il n'y a pas de comparaison, comme vous l'avez dit, automatique à faire. Il n'y a pas un made in Italie en politique, mais c'est un élément de réflexion important, je crois, à avoir en tête. J'ai sous les yeux la presse du jour. Celle-ci est très critique à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors, bon, j'ai par exemple l'Humanité, c'est normal qu'un journal communiste soit critique vis-à-vis de lui. La farce tragique, le Nouvel Obs évoque lui aussi un mauvais perdant, il veut rester maître du jeu. Bref, la tonalité d'une grande partie des journaux ce matin consiste à dire que c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cette situation. Si on prend toujours les leçons italiennes, est-ce que le président de la République, vous disiez tout à l'heure, celui-ci s'agite en coulisses pour tenter de trouver des solutions? Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train d'imiter ce qui se fait par ailleurs? Est-ce qu'il aurait dû
nommer quelqu'un beaucoup plus tôt, quitte à ce que le Parlement fasse lui-même ce travail, Marc Lazare? Alors je crois que vraiment là, la comparaison est très difficile à faire avec l'Italie, étant donné que les institutions sont très différentes, que les institutions et la Constitution ne donnent pas le même pouvoir au président de la République. Et donc il faut être très très prudent dans cette comparaison. Mais je crois que si on doit tirer un certain nombre de leçons de ce qui se passe actuellement en France, il y a plusieurs responsabilités. Il y a la responsabilité du président de la République, incontestablement. C'est évident. Maintenant, ça dure depuis plus de 50 jours, si je me souviens bien. Plus de 50 jours, exactement. Pardon ? Plus de 50 jours, exactement. Plus de 50 jours, oui. Donc ma mémoire est encore à peu près bonne. C'est une situation à laquelle la France n'est pas habituée. C'est une situation historique, inédite, qui, à mon sens, montre un certain essoufflement, justement, des institutions de la Ve République. Et le président de la République a voulu temporiser et je pense qu'il a commis et qu'il commet un certain nombre d'erreurs. Mais il n'est pas le seul responsable. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi de la gauche, en particulier de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Tout le programme, rien que le programme, ça bloquait beaucoup de choses. L'impossibilité de désigner très rapidement une personnalité pour être candidat à Matignon. Les déclarations assez contradictoires de Madame Lucie Castet, qui dans un premier temps a dit effectivement tout le programme, puis après a fait des gestes d'ouverture en direction de compromis possibles. La responsabilité des Républicains, qui ont une attitude très intransigeante, même si ça évolue actuellement, et le tout donc dans un contexte où on l'oublie trop souvent. Il y a eu 11 millions d'électeurs pour le Rassemblement national qui, je dois dire, jouent, si j'ose dire, très habilement actuellement. Pourquoi très habilement ? Parce que ce qui est surprenant, dit la presse aujourd'hui, c'est le fait que le RN devient en quelque sorte l'arbitre consulté par Emmanuel Macron. C'est en tout cas la tonalité d'un article du Monde et d'un certain nombre de titres de la presse de gauche. Je crois qu'effectivement, le RN prend sa revanche et montre qu'il a un groupe important et que beaucoup de choses dépendront de lui. Le RN a clairement dit non à Xavier Bertrand, non à Bernard Cazeneuve, non au président du Conseil économique, social et de l'environnement. Là, maintenant, le nom, par exemple, de Michel Barnier circule. Peut-être que le RN pourrait être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Barnier ? Michel Barnier, d'abord, c'est un républicain, c'est un LR. Lui, il n'a jamais fait, comme Xavier Bertrand, des allers-retours avec son parti. Il est resté membre de son parti. Je rappelle qu'il a été candidat aux primaires des Républicains en 2021, dans la perspective des élections de 2022, qu'il a été éliminé à l'issue du premier tour. Et ce qui a beaucoup frappé à l'occasion, je crois qu'il faut se rappeler cela, c'est que lui, qui a été un pro-européen, qui a été commissaire européen, qui a exercé beaucoup de responsabilités, qui a été négociateur rappelé par la Commission européenne pour négocier avec le Brexit et qui a été très ferme dans cette négociation au moment du Brexit, a basculé tout à coup en 2021 au moment des primaires avec une série d'appréciations très critiques contre l'Europe et contre l'Union européenne, y compris réclamant le retour à la souveraineté juridique française par rapport au droit européen. Ça peut plaire au RN. En revanche, ce sera plus dur pour le RN sur un sujet. Michel Barnier était pour la retraite à 65 ans. Donc lui, évidemment, ça, en revanche, c'est une garantie pour Emmanuel Macron. Il ne s'attaquera pas à la réforme des retraites. Mais comment peut-on justifier devant les électeurs de faire appel à un parti, les Républicains, qui avait 62 députés en 2022, qui n'en a plus que 46, qui est le parti le plus faible à l'intérieur de ce Parlement, de se retrouver aujourd'hui avec la possibilité d'avoir un occupant à Matignon. Donc, par rapport en plus à un électorat qui s'est mobilisé au second tour contre le RN. Impossible en Italie ? Non, tout est pensable, tout est envisageable en Italie, mais je crois qu'il y a une grosse différence par rapport au RN, et elle est importante à souligner puisque vous me sollicitez pour des comparaisons, c'est l'attitude qu'a eu l'ensemble des parlementaires français à l'égard du RN à l'issue des élections, c'est-à-dire d'empêcher le RN d'occuper des postes institutionnels. Alors ça, c'est une pratique parlementaire qui n'existe pas en Italie. Il y a l'idée d'absorber les partis, je vais employer une expression pour aller vite, anti-système. Ça a été déjà le cas à l'époque du grand parti communiste italien. Ça a été le cas avec la Ligue, ça a été le cas avec justement les différentes formations politiques, avec une idée
c'est la capacité d'acculturation de ces formations, d'absorption, d'assimilation des règles institutionnelles. Eh bien, il faut reconnaître que ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné, dites-vous, en Italie, parce que donc il y avait une alternative. Ou bien Giorgia Meloni dévorait la démocratie italienne, ou bien la démocratie italienne la dévorait, ou en tout cas la mettait à sa tonalité. C'est ce qui est arrivé. C'est la seconde hypothèse, selon vous, qui est la bonne? C'est un processus en cours. Tout n'est pas arrêté, mais il y a une très belle formule qui a été employée par l'historien italien Giovanni Orsina, qui a été beaucoup reprise, c'est la capacité de romaniser les barbares. C'est l'expression qu'a employée Orsina, l'historien Giovanni Orsina, pour dire cette capacité d'absorption. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le président de la Chambre des députés italienne est un membre de la Ligue particulièrement dur sur des positions nationales conservatrices. Il a fait des tweets, des posts sur Instagram terribles. Depuis qu'il est président de la Chambre des députés, il a un rôle institutionnel quasiment irréprochable. Et je l'ai entendu, vous aviez l'amabilité de rappeler que je suis aussi à l'Université de Rome à la Luis, et il s'est expliqué devant les étudiants. Il a dit « Je ne renie rien de ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Et quand je ne serai plus président de la Chambre des députés, je reprendrai ma casquette de la Ligue. Mais actuellement, je suis président de la Chambre des députés et donc je dois donner tous les pouvoirs à la Chambre des députés, et y compris à l'opposition. » Marc Lazare, effectivement, vous enseignez à l'université Louis à Rome et vous êtes aussi professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Hélène Miard-Delacroix, qui est professeure d'histoire et de civilisation, spécialiste de l'Allemagne. On continuera cette comparaison pour tenter d'éclairer le cas français. 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. On continue d'évoquer cette situation politique inédite que traverse la France. On en a parlé avec vous. Marc Lazare, vous êtes professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Vous enseignez également en Italie à la Luis à Rome. Vous nous avez expliqué que cette situation pouvait exister en Italie, qu'il y avait eu des périodes où effectivement il avait fallu que le système cherche longuement un Premier ministre, ce qu'il avait fini par trouver, et puis qu'il y avait eu un certain nombre de tentatives avec un gouvernement technique, tout cela pour aboutir à la situation actuelle où la droite, vous avez employé ce terme par rapport au centre droit, puisque Giorgia Meloni, qui serait en France qualifiée de dirigeante d'extrême droite, est qualifiée uniquement de dirigeante de droite en Italie. Nous accueillons Hélène Miard-Delacroix. On va poursuivre cet exercice avec vous, Hélène Miard-Delacroix. Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne. Et justement, j'aimerais savoir à la fois si une situation de ce type en Allemagne a existé, et puis comment on observe nos voisins allemands. Alors, les réflexes en France sont évidents. En ce moment, on regarde beaucoup vers l'Allemagne en disant, eux sont habitués à cela, ils savent faire le compromis, pourquoi n'y arrivons-nous pas? Alors, il y a des ressemblances, en effet, dans la situation, où on a un parlement avec des groupes qui doivent se mettre ensemble pour faire un gouvernement, mais les ressemblances s'arrêtent très vite, dans la mesure où c'est assez inédit qu'en France, on ne sache pas avant les élections avec qui, normalement, on devrait gouverner, qui pourrait gouverner et avec qui gouverner. Or, en Allemagne, c'est la norme, c'est la règle, puisque le système, à part une seule fois, dans la dernière partie du gouvernement d'Adenauer, à la fin de la première décennie après-guerre, il y a toujours eu des coalitions. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, c'est la norme absolue, une fois les élections gagnées, terminées, de trouver très très rapidement, dès le lendemain des élections, on se contacte, y compris avec ceux que l'on a combattus. Et donc on nous observe du côté allemand, pour répondre à votre question, avec un certain étonnement, comme toujours d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de politique française, sur la façon de procéder. C'est-à-dire que l'idée que d'en haut, c'est-à-dire que le président de la République puisse devenir l'organisateur, voire le maître du jeu des coalitions, c'est complètement absent de leur culture politique et de leurs institutions. D'abord parce qu'il n'y a pas de président de la République avec un tel pouvoir, et puis parce que ils ont l'idée du parlementarisme, les élus, c'est d'eux que va procéder le gouvernement. Et on ne peut pas avoir une intervention de l'extérieur. C'est en cela qu'il y a vraiment une très très grande différence. Mais alors ça signifie que des partis qui se sont opposés violemment, je ne sais pas, la droite et la gauche pourraient construire une coalition en Allemagne ? Alors,
C'est le cas au niveau fédéral et au niveau régional. On est actuellement en Allemagne confronté à une situation un peu inédite, c'est-à-dire d'avoir dans deux Länder de l'Est de l'Allemagne pas du tout j'allais dire la palette de possibilités de couleurs, puisqu'on donne des couleurs aux partis pour la formation d'une coalition, mais des mariages de carpe et de lapin et avec des rapprochements un peu étranges entre eux. Probablement ce qui va se passer en Thuringe, c'est la région de Erfurt, Weimar, Jena, qui est pas une petite région, mais qui donne un peu l'impression d'être un laboratoire, va contraindre les chrétiens démocrates de la CDU, donc un peu l'équivalent de LR en France, à travailler probablement avec de l'extrême gauche, avec de la gauche radicale, soit Die Linke, carrément, le parti issu du Parti communiste, soit l'alliance de Sarah Wagenknecht, qui est une dissidente de la gauche radicale. Un drôle de parti dont on ne sait pas trop exactement quel levier il veut activer pour donner son accord à ce gouvernement. Mais alors justement, parce que Hélène Villard-Delacroix, en France, on a tendance à dire que ces mariages de carpe et de lapin, ça dégoûte de la carpe et du lapin. Pas en Allemagne, les électeurs ne se sentent pas floués d'avoir voté pour un parti et d'avoir à la fois ce parti et celui d'en face. Alors oui, sauf que c'est la règle du jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système à la proportionnelle et où il n'y a plus comme jusque dans les années 80 une organisation du paysage politique avec des grands partis et puis des petits appoints, cet émiettement du paysage politique, l'Allemagne le connaît de manière de plus en plus évidente, ce qui lui pose des vrais problèmes de constitution de parti. Et c'est vrai que c'est un des effets aussi de l'ennui progressif ou du désamour qu'ont les électeurs vis-à-vis de leurs élus. On l'a très bien vu au niveau fédéral. Le gouvernement actuel de M. Scholz, donc une coalition de sociodémocrates libéraux et de Verts, qui a emporté quand même largement les élections en s'additionnant il y a 3 ans, est extrêmement bas dans les sondages parce que leur pratique du pouvoir dégoûte. Et c'est un des vrais problèmes d'un système où on ne va pas faire la politique pour laquelle on s'est battu, et donc on ne va pas appliquer l'ensemble du programme pour lequel on s'est battu, puisque par définition, pour pouvoir faire une coalition, il faut que chacun renonce à un petit morceau. Jean Lémarie. C'est la question que j'allais vous poser. Je reprends l'image de la carpe et du lapin. En termes de programme, au bout du compte, quand on fait les comptes, on fait le programme de la carpe ou le programme du lapin? Alors, en Allemagne, on fait un programme de gouvernement, enfin un accord de gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases, si vous voulez. Il y a la phase où chacun des partis dit ce qu'il voudrait faire dans un monde idéal, en suivant ses grandes lignes. Alors, l'écologie pour les Verts, pour faire simple, dans le gouvernement actuel, les affaires sociales pour la social-démocratie et les économies budgétaires pour les libéraux. Et une fois que les élections sont terminées, on se met ensemble autour d'une table et on écrit un nouveau texte, qui est un nouveau programme auquel on va se tenir, qui essaie, c'est pour ça que ça dure en général très longtemps, qui essaie d'additionner différentes parties. Et l'on voit bien dans la coalition actuelle, qui est la première fois au niveau fédéral, une coalition à 3 partis, combien c'est quasiment impossible. À 2 partis, on y arrive. Angela Merkel, d'ailleurs, dans ses grandes coalitions, qu'elle a fait quand même 2 fois, c'est-à-dire les chrétiens démocrates centre-droit avec les sociodémocrates centre-gauche, a réussi à gouverner finalement au centre. Simplement, chacun des 2 partis s'est tellement centrisé, si je peux dire les choses comme ça, qu'il en a perdu son identité politique, et l'effondrement de la social-démocratie allemande est un des effets de sa participation à une grande coalition avec les chrétiens démocrates. Quant à la CDU, les chrétiens démocrates ont aussi perdu beaucoup de leurs adhérents, qui sont partis beaucoup plus à droite, vers l'AfD, parce que ces adhérents ou ces électeurs ont considéré que gouverner au centre était affadir et perdre son caractère. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Lazare? Parce que alors, il y a ça aussi dans la spécificité française, c'est qu'on était habitué à un bipartisme et puis maintenant on a 3 blocs. Oui, c'est vrai. Et ce qui me frappe en entendant ce que dit Hélène Villard-Delacroix, c'est d'abord la question de la défiance politique.
on pensait que, si j'ose dire, c'était le privilège de l'Italie et de la France. On voit maintenant que dans le système politique comme l'Allemagne, ça atteint aussi l'Allemagne. La deuxième chose qui me frappe, c'est la crise des partis de gouvernement traditionnels, à la fois en France, en Italie, en Allemagne, avec une petite nuance concernant la CDU, manifestement, qui se porte mieux que les Républicains. Je le rappelais tout à l'heure, qui a quand même pris une veste aux dernières élections législatives, c'est-à-dire très récentes. Et par exemple, en Italie, de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, qui a connu son heure de gloire à l'époque où, justement, c'était Silvio Berlusconi qui l'avait fondé, qui le dirigeait, et qui aujourd'hui est un parti qui ne représente plus que 8%. Troisième observation en termes comparatifs, c'est effectivement la progression d'un certain nombre de formations. Alors, moi, je qualifie, pour la droite en tout cas, de national-populiste. On le voit évidemment avec le Rassemblement national, 11 millions d'électeurs, enfin un score qu'on a tendance quand même à oublier beaucoup à cause de cette situation d'incertitude dans laquelle on est. La progression de Giorgia Meloni, frère d'Italie, 26% aux élections. Elle est créditée en cas d'élection anticipée de 30% d'intention de vote. Après 2 années d'exercice du pouvoir, c'est quand même, de ce point de vue-là, une bonne performance. Et en Allemagne, une progression de l'AfD et maintenant à gauche de cette nouvelle formation qui s'appelle c'est pas BMW, non, c'est BSW qui veut dire l'Alliance Sarah Wagenknecht. Elle a donné son nom à son parti, complètement. Alors avec en même temps une différence intéressante sur ces questions nationales populistes de droite, parce que j'en arrive, mais je vous le soumets, Hélène, à la réflexion, c'est que du côté du Rassemblement national et de Frères d'Italie, qui ont des points communs et des divergences, mais il y a quand même l'idée de modérer un certain type d'orientation politique, d'avoir un style moins agressif que ça peut être le cas à l'époque du fascisme ou du néofascisme italien, bien sûr, ou de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, alors que l'AfD est une formation qui est beaucoup plus radicale, me semble-t-il, mais je parle encore une fois sur votre contrôle, où il y a quand même tout un lien avec le nazisme d'un certain nombre de dirigeants, y compris un de leurs élus dans les récentes élections. Et ce qui me frappe beaucoup aussi, je crois qu'il faut le mettre en perspective avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je m'explique pourquoi. C'est que, il se trouve que j'étais pendant 3 semaines aux États-Unis, j'étais absolument frappé par la violence, mais la virulence, mais plus que virulence, la violence des attaques des Trumpiens contre la candidate démocrate. Attaques personnelles, systématiquement des fake news, en termes de communication à la télévision, des images absolument terribles. Si vous votez pour Harris, ce sera le déferlement migratoire. Et il me semble que c'est l'attitude plutôt de l'AfD. Donc c'est intéressant de voir qu'à la fois, il y a une progression de ces formations pour me limiter aux nationaux populistes de droite et en même temps des différences stratégiques et même de style, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Alors, c'est tout à fait intéressant parce que j'aurais tendance à distinguer à la fois le style, la rhétorique, les références d'une partie surtout de l'AfD, parce que c'est aussi un parti qui est très bigarré, et ceux dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, c'est l'aile la plus à droite, avec Björn Höcke. Il y a cela d'un côté, et d'un autre côté, chez les électeurs, et en particulier chez les jeunes qui ont, dimanche dernier, beaucoup voté pour ce parti, eu un déni absolu du caractère extrémiste de ce parti et le refus de voir qu'il y a des références évidentes avec le nazisme. Et là, avec d'autant plus, et ça c'est un élément qui rapproche aussi du Rassemblement national, je ne sais pas si c'est le cas en Italie, une utilisation massive des réseaux sociaux, d'une grande modernité d'une certaine façon en termes de communication politique de l'AfD, touchant les jeunes. Alors c'est vrai qu'ils ont des sujets qui sont simples, qui polarisent et qui sont faciles à communiquer. C'est beaucoup plus simple à communiquer que des questions de budget et de rétablissement d'équilibre des finances publiques. Mais il y a chez ces électeurs soit une méconnaissance de l'histoire, soit un goût pour la brutalisation du discours, la simplification du discours et la polarisation. Et oui, parce que on avait l'impression que l'Allemagne était un pays beaucoup plus policé que nous en matière de mœurs politiques, beaucoup plus stable. Et puis il y a la droitisation avec notamment la percée de l'AfD, ce drôle de parti, le BSW que vous avez évoqué, dont on n'arrive pas à savoir s'il est effectivement à l'extrême droite ou pas. Il y a eu aussi cette période en 2021 où il a fallu longuement 2 mois, donc là aussi on y est presque en France, puisque ça fait 51 jours
jours, mais il a fallu 2 mois pour que l'Allemagne trouve une coalition. Donc finalement, le pays n'est pas beaucoup mieux loti que nous. C'est même plus que ça, parce que s'ils sont allés de l'automne au mois de mars, donc ça a été, ils ont battu tous les records. Non, je crois que ce qui est frappant quand on compare, en particulier ces formations d'extrême droite, c'est une détabouisation, une levée des tabous sur un certain nombre de formulations, sur des comportements, sur la présence lors de manifestations, de rassemblements politiques, de personnes de toute évidence portant les signes du néonazisme. Et alors peut-être ne faisons-nous pas en France assez clairement et ouvertement les enquêtes sur les réseaux et les mouvements qui accompagnent l'extrême droite, mais en Allemagne, on sait très bien que c'est un mouvement qui rassemble très très ouvertement les groupes néo-nazis, les groupes anti-vax, tout le mouvement QAnon, l'ensemble aussi du mouvement qui s'élève bien évidemment contre le wokisme entre guillemets et qui attaque directement le domicile d'hommes et de femmes politiques, qui attaque des militants qui vont accoler des affiches. Il y a une brutalisation à laquelle ont l'air d'adhérer au moins la moitié des électeurs de l'AfD, si l'on croit les études qui ont été faites. Mais est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui relève d'une nouvelle culture politique de l'Allemagne parce que quand vous prononcez le mot brutalisation, effectivement, je pense à ce que l'on disait... Georges Mossé, oui. Évidemment. Enfin, il faut dire qui est Georges Mossé. C'est un grand historien d'origine d'ailleurs allemande qui avait dû s'exiler aux États-Unis à l'université de Madison, qui était aussi en Israël et qui a développé cette théorie de la brutalisation à partir du cas allemand et italien au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec une origine historique qui est remontée au XIXe siècle dans le cas de l'Allemagne, mais surtout après la Première Guerre mondiale et qui aurait, selon Georges Mossé, qui a eu vraiment une énorme influence, peu en France, très tardivement en France. Les œuvres de Mossé ont été traduites très rapidement en Italie, par exemple, mais pour d'évidentes raisons, et qui, selon lui, était l'origine du totalitarisme une fois que Mussolini arrive au pouvoir et une fois que Hitler arrive au pouvoir. Donc, effectivement, brutalisation, évidemment. Vous assumez le terme. Alors, j'assume le terme, y compris dans sa dimension de ce qu'on évoque beaucoup en Allemagne actuellement, c'est-à-dire le retour des années 30, en termes donc de polarisation des positions, d'incapacité à s'écouter, parce que c'est une des caractéristiques. Là aussi, une polarisation étrange, parce que dans les années 30, c'est quand même la droite qui a servi de marchepied à Hitler. Oui, mais attention, la droite du DNVP, je fais pas de réduction à Hitlerum à 8h37. Beaucoup plus à droite que la droite CDU-allemande actuelle. Donc, bien sûr. Donc en effet, c'est un de ces mélanges. Alors, je dois retirer quelque chose à ce que vous m'amenez à dire, c'est que là, nous avons une espèce de focus sur des élections régionales et où en Thuringe et en Saxe, on a affaire à une population qui a une histoire particulière. Ce n'est pas toute l'Allemagne actuelle, et même si les Allemands de l'Est n'aiment pas qu'on les qualifie anciens de RDA, il y a là aussi un héritage politique un peu particulier, une expérience de déclassement et un refus du système assez clair. Lundi dernier, nous avons consacré les enjeux internationaux à ce thème. Marc Lazare, tout ceci rend un peu inquiet, y compris d'ailleurs dans les références qui sont manipulées en Allemagne et en Italie par rapport aux expériences extrêmes, alors même que ce qui semble être en jeu, c'est sinon le retour du fascisme, du moins l'arrivée du populisme. Oui, alors vaste sujet. Moi, je pense qu'il faut être assez prudent là aussi dans l'analyse. D'un côté, il y a ce type de progression. Il y a ces progressions de ces mouvements, et évidemment, ça renvoie à ces questions de défiance politique, de malaise démocratique, de fatigue démocratique. Et je crois qu'on a tout à fait raison. Et on sent bien d'ailleurs qu'il y a une double caractéristique globalement parmi les Européens. D'un côté, une aspiration à plus d'autorité. On a beaucoup d'enquêtes qui démontrent que
oui, ce serait bien qu'il y ait un homme fort qui peut se dispenser des lois et du Parlement. Il y a beaucoup d'enquêtes qui l'ont montré, y compris dans les enquêtes faites par le Cevipof chaque année dans le baromètre de la confiance politique, par exemple, qui en général compare ce qui se passe en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne. L'année dernière, c'était aussi cette année, pardon, c'était aussi l'Italie et la Pologne. Donc il y a ça, et en même temps il y a une aspiration à plus de participation, c'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment tenir, si j'ose dire, les deux bouts de cette aspiration, de ces contradictions par rapport à la démocratie. Mais je crois qu'il faut pas, et ça c'est la question que j'ai envie de vous poser, Hélène, si je peux me permettre, Guillaume. C'est sûr, prenez ma place. C'est que je crois que à force de se focaliser sur la crise de la démocratie, ça va être le petit passage optimiste. C'est que je pense, mais qu'il y a des capacités aussi d'acculturation. J'aime bien cette expression que j'aime utiliser, d'acculturation démocratique. C'est-à-dire que les règles démocratiques s'imposent aussi à ce type de parti. Et je pense que ça explique en partie l'évolution du FN vers l'URN, ça explique l'évolution de Fratelli d'Italia, Frères d'Italie en Italie. Ces partis-là sont obligés aussi de prendre en compte qu'il y a des règles, des cultures démocratiques, surtout dans des démocraties stabilisées. Et encore plus au niveau européen. Ces partis étaient critiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils veulent changer l'Europe de l'intérieur. Et la question que j'ai envie de vous poser, Hélène, c'est l'AfD que vous nous avez présentée en disant c'est un parti encore bigarré, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité, à la fois par les autres acteurs politiques et par les institutions, d'absorber, en quelque sorte, de métamorphoser, de provoquer un métabolisme de cette formation, comme c'est plus ou moins le cas actuellement en Italie avec Frères d'Italie, qui venaient du fascisme quand même. Hélène Miard de la Croix. Alors c'est ce qu'on a espéré avec l'entrée de l'AfD au Bundestag, c'est-à-dire au niveau fédéral, qui a donc pour la première fois donné l'accès d'une formation de droite populiste au Parlement. Jusqu'alors, l'effet a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la présence de députés AfD au Bundestag a modifié l'ambiance, a modifié la culture politique, enfin, je veux dire, la façon d'être ensemble, a beaucoup aussi polarisé, et on a l'impression que jusqu'alors, les députés de l'AfD, partout où ils vont, que ce soit au niveau des régions, dans les Landtags et au niveau fédéral, ont plutôt l'intention d'utiliser les possibilités qui leur sont données pour polariser plus encore et faire une politique de blocage, c'est-à-dire, là on va le voir en particulier, en Thuringe, régionalement, ça on ne le sait peut-être pas en France, le Parlement dans tous les niveaux a une commission de surveillance des services de renseignement. Et l'AfD, ayant acquis un tiers des sièges en Thuringe, a le droit de réclamer un poste dans cette commission, qui peut modifier son budget, modifier la nomination des gens, être au courant de tous les dossiers des services secrets. Ce sont des possibilités que vont utiliser en Allemagne à tous les niveaux l'AfD, avec donc peut-être... Alors on pourrait dire que c'est une façon de pénétrer le système et de s'en inspirer, mais leur idée pour le moment est vraiment de se positionner partout dans les commissions et d'avoir accès au plus d'informations possibles. Merci à tous les deux. Hélène Miard de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Et merci Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et titulaire de la chaire de relations franco-italiennes pour l'Europe à la Louis à Rome. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, le 8h45 et nos camarades François Saltiel et Lucille Como.